Comme ce matin, on a vu à peu près. Et quand on parle de caravanes, ce n'est pas quelque chose de romantique ou de film, sinon que d'un côté, ils ont laissé des traces, encore aujourd'hui, dans la culture matérielle et immatérielle du sud du Maroc, mais aussi c'est une façon de pouvoir comprendre l'architecture et l'urbanisme de Sud. Et c'est ça ce que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure. Pour commencer toute une recherche, il faut bien évidemment commencer par la cartographie. Il y a assez de documents et avec un groupe, ce n'est pas une séquence chronologique de comment on a fait cette recherche-là. Mais à un moment donné, on a décidé de créer une plateforme ouverte de recherche. À partir de la première caravane que j'ai faite, il y a des amis ou des gens qui m'ont contacté, comme Ahmad Al-Fadni, un artiste soudanais qui habite au Caire et qui fait des recherches précisément des caravanes des esclaves entre le Soudan et l'Égypte. Oli Bonzanigo, un artiste italien dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait démarré une recherche sur la cérémonie Tangrout et il a fini pour travailler sur les caravanes. Embark Bouchichi de Aka, qui a grandi à Tiznit, qui maintenant il habite à Tahanaut, et qui travaille beaucoup, il est berbère, noir, il travaille beaucoup sur la question de quelle est la place des Noirs aujourd'hui au Maroc, non? Et quelle est la différence entre Haratin, entre Derawa ou berbère. Leonora Castagnone, c'est une sociologue qui a vécu pas mal de temps en Marrakech. Maintenant, il est à Turin. Mais en tant que sociologue, il m'avait contacté parce qu'il voulait comparer les routes de caravanes anciennes avec la route qu'ils font les immigrants encore aujourd'hui pour aller en Europe. Pao Kata, c'est un historien qui fait une thèse sur la mobilité au nord de l'Afrique d'un point de vue artistique, en considérant les routes de mobilité, les routes de caravanes, en considérant les fondouk, les fanadek, comme des centres de résidence d'artistes. Puis il y a moi et puis Heidi Vogel qui avait travaillé sur les jardins de Fès et qu'on l'avait proposé de travailler sur les oasis en tant qu'espace vert qui abrite un habitat. Et aussi il a voulu venir, sauf Eleonora et Oli, le reste on est parti pour la deuxième caravane et après j'expliquerai. Mais au sud du Maroc, encore aujourd'hui, la référence historique, c'est une archéologue française, Denise Jacques Meunier, qui a un livre avec deux tomes qui est magnifique, ça s'appelle Les Maroc sahariens des origines jusqu'en 1670. Et là, à part d'évoquer l'histoire depuis les origines de tous les sud du Maroc, pendant les années 30, 40, 50, elle a pratiquement parcouru tout le Maroc, y compris aussi la Mauritanie. Dans ces bouquins, à un moment donné, il y a des choses qui m'interpellaient, comme ces plans des routes de caravanes, surtout du côté de l'ouest. Où déjà, là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, attention, je pense que je peux vous montrer. Voilà, ici, c'est Nullamta. Nullamta, aujourd'hui, c'est Asrir Tirmat, c'est-à-dire courant de Gelmin. Tamdoult, ça c'est le port d'arrivée des caravanes. Tamdoult, c'est une ville abandonnée, fondée par les Idrissides, et qui je pense qu'elle a été abandonnée autour du XIVe siècle, qui est tout près de Aqqa. Et ce point-là, qui n'est pas nommé, c'est Mohamed El Ghizlan, qui s'appelait anciennement Taragalt, Sijil Massa, Rissan. Et après, à cette période-là, on parle du 9e, 12e siècle, et pratiquement Marrakech, c'était pas assez important, c'était Fès qui est important. Quand les gens me posent des questions pourquoi j'ai fait ça, regardez la ville qui est en haut. C'est chez moi. C'est-à-dire que de chez moi, il y avait des caravanes qui pouvaient passer par Fès, ou passer Sijil Massa, Tamdoult, et arriver jusqu'au... ça, c'est les Mali. Les Mali, avant, on l'appelait Al-Bilad al-Soudan. Mais l'autre jour, je racontais comme il y a des gens du sud du Maroc leur nom de famille c'est Soudani, mais c'est les Soudans de Mali, pas les Soudans d'ici. D'accord? Ahmad Al-Fani, précisément, il avait travaillé sur ce type de routes. Et là, on savait qu'il y a des routes
de est-ouest par la rivière nord du Sahara et aussi par la rivière sud. Mais je pensais qu'il n'y avait que des connexions de ce côté-là et de ce côté-là, mais après on a trouvé encore plus des infos. Jacques Meunier, il a aussi, il a fait un peu un historique des routes de caravane. Vous voyez encore là des points importants. Il y a Fès, mais il y a déjà Marrakech. Il y a Dra, et puis les points intermédiaires entre les Dra, ça c'est Mahamid et Tombouctou, c'est Terrassa, Terrassa Taoudemi. Terrassa Taoudemi sont des mines de sel, comme des roches. D'accord? Et c'est là aussi, on parle du XVIe siècle, on parle de la dynastie saadienne. C'est-à-dire les Saadiens, une fois qu'ils ont pris Marrakech, pour eux, c'était fondamental d'assurer la route des caravanes. Et pour assurer la route des caravanes, c'était fondamental de contrôler Tagaza et Taoudemi. Théodore Monod, le naturaliste français, il a fait pas mal d'expéditions à ces endroits-là. Et après, regardez cette route-là, qui part de Nuglanta, de Gelming, il part par Égypte. Moi, il y a 2 semaines, j'étais là, précisément. Les mines d'Égypte. Aujourd'hui, ça s'appelle Zerouat. Et qui partait à Lata, mauritanienne, ou à Lata et Tombouctou. C'est-à-dire que ça, c'était la route principale. Mais les Saadiens, ils ont fait une route directe, en faisant des travaux hydrauliques. Je n'ai pas de nouvelles de quel type de travaux ils ont fait. Ça a des routes plus précises à l'intérieur du Maroc, et c'est des routes sur lesquelles on s'est basé pour faire les caravanes que je fais maintenant. Il y a pas mal d'infos aussi sur cette... parfois, il y avait des expéditions, ça c'est la carte, on ne voit pas trop bien, des connexions entre Akka et Tombouctou qui faisait Mardoché, qui était le guide de Charles de Foucault, qui, à la fin du XIXe siècle, il a parcouru tout le Maroc jusqu'au Tissin. Sur les côtés, ça c'est la carte de la gauche, ça c'est l'Égypte, ça c'est le Soudan. Et grâce à Madal Fadni, il a pu avoir des documents de l'université de Khartoum qui montraient les connexions entre l'Égypte et le Soudan. Et que parfois, pour pouvoir trouver les routes qu'on voit ici, on a cherché d'autres plans liés à des expéditions géologiques ou biologiques pour pouvoir retrouver ces endroits-là. Je parlais tout à l'heure de Charles de Foucault. Charles de Foucault, son livre « Reconnaissance du Maroc », qu'on peut le trouver sur Internet, il faisait une description, parfois avec des dessins, de la géographie, de la sociologie, et c'était assez intéressant. C'était quoi l'image d'avant? C'était des croquis, je ne me souviens plus exactement, de Jebel Bani. Tout près des Tissin, des choses qu'il avait fait. Pour moi, c'est aussi très intéressant parce que lui, à la base, c'était un militaire qui habitait en Algérie, je parle 1880, et qu'il disait, c'est pas possible que la France ait un pays à côté du Maroc et ce soit complètement inconnu. Il faut organiser une expédition. Une expédition de quel type? Peu importe, il faut reconnaître les territoires. Et lui, c'est là qu'il a, sans être sociologue, sans être géographe, il a commencé tout simplement à écrire et à décrire ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Pour moi, c'est important parce que moi aussi, quand je me suis mis à marcher avec les nomades, moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas géographe, moi, je suis qu'architecte. Et bien évidemment, à l'école, jamais on nous parle de ça. Et j'essaie de faire, de noter, de transmettre ce que j'apprends. Est-ce que c'est très scientifique ou pas? Je ne sais pas. Sûrement, un anthropologue, il va le faire autrement. Mais aussi, l'anthropologue, il va rater des choses que nous, en tant qu'architectes, on est capable d'apprécier. Comme je parlerai tout à l'heure. Bon, il y a pas mal de... Ça, ces plans anciens aussi te montrent comment les routes de caravanes, en fonction de période, on pouvait les faire par un côté ou l'autre. Je disais que toutes les routes de caravanes dans les continents africains, d'abord, ce n'était pas que pour connecter l'Afrique subsaharienne avec le Maroc et l'Algérie, c'était pour connecter l'Afrique et l'Europe.
et qu'en fonction des hostilités, des rapports entre tribus, entre pays, tous les commerces pouvaient passer, tous les flux de commerce pouvaient passer d'un côté à l'autre côté. Bon. Croquis des rabbins Mardoché pour aller à Tombouctou. On voit ici Aka, Tinzumim. Ça, Tinzumim, on n'a pas beaucoup d'infos sur Tinzumim, mais dès qu'on voit un plan de 1870 où il y avait déjà Tinzumim, c'est un village formé par des esclaves qui ont quitté, qui ont fui leur propriétaire. Non? Et Aka, on voit Tata Aka, de Aka, on passait par Tinzumim et on descendait. En plus, là on ne le voit pas, mais c'est très bien parce qu'il y a l'info de combien ça prend en journée d'ici à ce point-là où il y avait de l'eau. Au suivant puits. Là, on passait par Tindouf, je pense, et puis ça, on est arrivé à Tombouctou. Ça, ces plans, après, vous pouvez les voir sur les sites. Non? Et on ne va pas trop bien, mais les frontières qui avaient été tracées pendant le protectorat pour le Sahara occidental espagnol, normalement, avant, il y avait une ligne droite ici, après une verticale. D'accord? C'était tout très linéaire. Là, maintenant, il y a encore toujours une petite courbe là. Bien. En 1906-1908, il y a des accords signés entre l'Espagne et la France pour cette frontière-là, et c'était tout droit. En 1910, le gouvernement militaire du Sahara espagnol, colonel Francisco Benz, il demande une expédition topographique pour pouvoir faire un relevé de toute la région. Madrid, il disait que non, que ce n'est pas la peine. Alors, en 1912, quand ils vont signer les traités finaux qui donnent lieu au protectorat, la France, il dit, tiens, ces petits morceaux-là, il n'y a qu'un caillou, c'est le désert, ça ne t'intéresse pas, je les prends pour moi. Les Espagnols ont dit, bon, d'accord, pourquoi pas. Au fait, là, à part d'avoir des petites mines de sel, la question c'est qu'il y a une ligne rouge qu'on voit pas à peine ici, c'est un passage de caravanes qui ont fait relier l'Algérie, à l'époque considérée française, avec le Sénégal. Alors ils ne pouvaient pas permettre que l'Espagne pouvait contrôler un des passages de ces caravanes-là. C'est-à-dire, les routes des caravanes, ils sont aussi modélés les frontières, même si ce sont des frontières artificielles. Ceux qui comprenaient les territoires, ceux qui comprenaient comment ça marchait, maintenant, bon, à l'époque, il y a eu beaucoup plus d'avantages. Et là, on parle des géopolitiques, des géostratégiques. En plus, aujourd'hui, cette ville-là, Zerouat, c'est une mine de fer. Une mine de fer et qui donne pas mal d'argent à la Mauritanie. Hein. Mais encore une fois, pour comprendre les frontières d'aujourd'hui, parfois, il faut aller chercher les raisons pour lesquelles les caravanes passaient par là. Carlos, est-ce que c'est les lignes... On les voit, tiens, on les voit. Je me souviens qu'on a on a ici cette Igile, parce que là, il y avait de l'eau. Les suivants pas, il fallait faire un trajet d'ici à là de peut-être 300 km, c'est-à-dire 10 jours de marche, jusqu'au Bir Mougrain. Et de Bir Mougrain, on passait à Tindouf. Et de Tindouf, on pouvait aller à Guelmim, on pouvait aller à Zagora, on pouvait aller à Rissani. Mais même, normalement, on allait d'abord à Zagora, et puis, bon, Mhamid à Rissani. Mais c'était la voie la plus à l'ouest. Dans les territoires entendus comme le Sahara occidental, il n'y avait que des nomades. Mais il n'y avait pas de routes de caravanes parce qu'il y avait très peu de puits. Alors, pourquoi on parle des ports sahariens? Parce que là, il y a tout un système de oasis. Et là, il peut y avoir de l'eau, mais d'une façon ponctuelle. Mais les suivants systèmes de oasis, on les trouve ici, la droite de la Mauritanie. Là où il y a Attar, Ouadane, Ouachengeti. C'est encore une fois géopolitique, mais c'est aussi géographie. C'est la géographie qui détermine l'établissement, et pas seulement des routes, mais aussi des villes. Et c'est pour ça qu'on dit un port saharien, ça peut être une Lamta, l'autre port saharien, c'était Ouadane et Chengeti. Et ça fait, grâce aux caravanes, qu'on va montrer tout à l'heure, déjà, il a la même langue, le Hassania. Les femmes, ils s'habillent avec les tissus qui viennent de la Mauritanie. Il y a la confédération, parce que si on revient à l'arrière, c'est dans ces parties de la Mauritanie que la confédération Sanhaja a été créée et qui a donné lieu aux Almoravides.
Et que si on revient au plan qui part d'ici jusqu'au Tanger ou à Ceuta, on peut comprendre pourquoi les Almoravides ont construit ce qu'ils ont construit tout au long des routes, toujours des caravanes. Ça n'avait aucun sens de pouvoir construire là où les caravanes ne passaient pas. Bon, avec tous ces infos, et les plans que Pau Kata il a eu en Algérie, à Gardaïa, l'info d'Ahmad Al-Fatni et l'info qu'on a trouvé de tous ces plans et d'autres bouquins, je me suis mis pendant 2 semaines à voyager, entre guillemets, sur l'Afrique. C'est-à-dire, j'ai pris un plan de Google Maps. Dans les routes de caravanes que vous trouvez aujourd'hui, normalement, il marque un point et puis il trace parfois une ligne droite, parfois une ligne courbée, mais de n'importe quelle façon. Alors là, après l'expérience que j'avais eue des 2 premières caravanes, je me suis dit, bon, s'il faut que j'aille de ces points-là à ces points-là, quels seraient les chemins que je vais choisir? Alors j'ai cherché des petits palmeraies, j'ai cherché des vallées. Et c'est comme ça que j'ai tracé tous ces plans-là, qui est accessible aussi sur Google Maps. Vous pouvez appuyer sur chacun des points pour pouvoir voir quelle ville. Il y a des couleurs en fonction de la procédance de l'information. Et que maintenant, on va commencer, bien évidemment, à continuer à donner des infos. Ça, c'est le type de plan dont j'ai parlé. Il marque des points, mais après, des lignes droites. Ce n'est pas des plans très, très corrects. Alors, pour revenir, qu'est-ce que les caravanes nous ont laissé? On disait qu'il y avait trois points principaux. Bon, 4 points. Il y avait Tirmart, Nulamta, Tamdult, Mhamid et Risani. Ces points-là étaient connectés avec le sud, mais comme je disais, c'était aussi une façon de connecter vers le nord. Et ça pouvait changer la route principale en fonction si la capitale était à Fès ou était à Marrakech. Mais après, il fallait aller jusqu'à l'Europe. À Nulamta, il s'agit d'une oasis beaucoup plus petite qui fait entre Tirmat et Asrik, qu'aujourd'hui, à cause de la désertification, ils sont séparés, mais on part peut-être de 30 km, tout simplement, de long pour 5 km de large. Il est vrai qu'il n'y a pas un patrimoine architectural, il y a du petit casbah comme ça, et après une fortification almoravide. Celle-ci, où c'est très curieux parce que les briques d'adobe, alors de faire les briques d'adobe, de la même façon qu'on a vu que pour faire les murs en pissé, on met des pierres en première, pour une question tout simplement de pouvoir retirer facilement les coffrages. Là, c'est le seul endroit où j'ai vu en tout le Maroc, d'abord, que les murs ils sont faits en briques d'adobe, mais après, ils sont mis comme des graviers avant de verser la matière pour les solidifier. Et ça crée des lignes. Et c'est un peu, je pense que c'est pour créer une espèce de surface qui permet une friction et pourtant il empêche les mouvements, les glissements. Et les archéologues espagnols et marocains ont travaillé depuis 25 ans là-bas. Ils disent qu'ils ont travaillé que sur 10% de toute la surface qu'ils devaient travailler. Cette fortification est du 9e siècle. Ils ont trouvé, là, vous savez, le village d'Azaré, et à côté, jusqu'au Oued Sayad, aussi Oued Noun, ils ont trouvé aussi des restes des maisons aussi du 9e siècle. Mais ces fortifications, la partie la plus importante, c'est 11e siècle, c'est les Almoravides. Alors, pourquoi cet endroit est aussi important? On parle d'une petite oasis, mais il est vrai que tout autour, il y a d'autres oasis, autour d'Egelmim. Tout ça, ça existe parce que je vous disais que parfois les caravanes ou les nomades se déplacent en suivant les points d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un puits où il n'y a pas d'eau? Moi, ça m'est arrivé dans le nomade de me dire, Carlo, attends ici, je vais voir s'il y a un puits à 400 km. S'il y a de l'eau, on va par là. Sinon, il va falloir changer la route. Alors, cette photo, c'est une source naturelle de Tirmat, qui se trouve à 6 km de Tirmat. Des amis de Tirmat m'ont dit, se rappellent de comment son grand arrière-père les a dit, les a transmis que
jamais ils ont vu un seul jour où il n'y avait pas d'eau. C'est-à-dire que c'est son arrière-grand-père, c'est-à-dire que pratiquement pendant tout le XXe siècle, jamais il y a eu manque d'eau là-bas. Ça fait que pour les caravanes, pour eux, c'est un point assuré pour trouver l'eau. Ce n'était pas le cas d'autres endroits, dont l'importance. Alors, encore aujourd'hui, il y a eu des fois où on était allé dans cet endroit-là parce qu'on peut se baigner. Hein, c'est un bassin, on était les gens vont se baigner. Et parfois, on était là-bas, il y a eu des nomades qui sont apparus avec 1200 chameaux. Ils sont restés 2-3 heures là-bas. C'était un spectacle incroyable parce qu'ils devaient descendre par une petite rampe. Une fois que les chameaux sont partis, il y avait des nomades qui venaient avec 1000 chèvres, 1000 moutons. C'est-à-dire c'était un point de ravitaillement et c'est un spectacle incroyable. Ce n'est pas incroyable parce qu'on voit les chameaux, mais grâce à ça, on arrive à comprendre l'importance de ces lieux encore aujourd'hui. Et on peut avoir une idée de comment c'était aussi plus important à l'époque des caravanes. Tout cela, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas comprendre comment ça marche l'eau, que ce soit pour l'arrosage d'une palmeraie qui pour avoir de l'eau. Si on ne comprend pas l'eau, on ne peut pas comprendre les caravanes et pourtant on ne peut pas comprendre l'aménagement du territoire. Donc parlons des traces. Et ça, c'est un type de musique ganga fait par les anciens esclaves. À Tirmart, quand les caravanes arrivaient, ils fêtaient qu'ils savaient bien traverser le désert. Alors, s'il y avait plusieurs tribus, chaque tribu se mettait d'un côté. Les esclaves, ils se mettaient d'un côté dans la place, comment ça s'appelle, on l'appelle aujourd'hui la place de la Abid à Tirmart. Alors, encore aujourd'hui, les descendants des esclaves qui habitent à Tirmart, chaque année, en juillet ou bien en août, à la dernière minute, ils organisent un festival Meharajan al-Abid. Et des descendants des esclaves de toutes les régions du Maroc, ils viennent. Vous n'avez pas trouvé de publicité, ils n'ont pas jamais demandé de l'argent, et tout simplement, ils frappent la porte des gens de Tirmart, ils leur donnent un peu de l'argent, du sucre, du thé, du couscous, et comme ça. C'est un festival complètement méconnu, mais que ça vient des caravanes. Mais aussi, on parlait un peu de toutes les tribus qu'il y a ici. À Guelmim, parfois, j'ai l'idée que vraiment c'est une ville cosmopolite. Parce qu'il y a des tribus arabes, des tribus berbères, chacun s'habille d'une façon. Il y a des tribus sahraouis. Il y a des gens qui viennent de la Mauritanie et quelques commerçants aussi du Sénégal. Mais ça, c'est une richesse qui se transmet pas que les tissus, mais aussi pour la musique et la danse et la langue. Parce que je répète, les tribus sahraouis, ils parlent le hassani, qui est plus proche du Fosha que le Darija. Et c'est la même langue qu'on parle au nord de la Mauritanie. Un deuxième point, la entrée par Mohamed el-Ghizlan pour la vallée de Dra. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Mohamed el-Ghizlan, je vous montre cette photo parce que c'est la Kasba al-Alouj. On appelle aussi la Kasba de la Légion étrangère. On disait que c'est la douane, où les caravanes qui arrivaient à Mohamed, ils devaient payer les impôts. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est la seule construction en terre au mois de la vallée de Dra, où la terre a été vraiment mélangée avec la chaux. Et on parle de que peut-être ça pourrait rester comme ça depuis le 14e, 15e siècle. C'est-à-dire aussi, vous pouvez trouver des solutions constructives que je ne sais pas pourquoi, après on ne repère pas ailleurs. Il y a aussi des traces de la Zawiya Nastiria de Tamgrut, qui a donné lieu à la dynastie saadienne. Je vous avais déjà raconté aussi qu'ils avaient créé une bibliothèque, et toujours la collection de livres peut être accessible. Ça, c'est le cimetière. Il y a toujours, à cause aussi de la toponymie, de la galère qui suppose d'avoir un nom berbère, qui après il est arabisé, après il est dit en français, qui ça change rapidement. Mais ce n'est pas clair que la Zawiya Nassiria a eu son origine à Tamgrut. On parle de Tadart, un autre endroit qui a disparu, mais qui serait entre Tamgrut et Zawara.
D'autres lieux importants pour les caravanes, comme Hassan disait aujourd'hui, c'est là où on se trouve. Mais encore une fois, pour pouvoir comprendre cette importance aussi du fait d'avoir un caïd régional, c'est parce que c'est un carrefour entre l'axe Mhamid et Gizlan, Marrakech et Agadir, Rissani. Vous connaissez les patios principaux. Il y a aussi, de la même façon qu'il y avait la Zawiya Nasiria, c'était la Zawiya de Sidi Salah, qui est de la palmeraie d'Aketawa. Pourquoi je vous disais qu'il faudrait visiter cette Zawiya et regarder les espaces qu'il y a là-bas. C'est encore plus radical que ce qu'on a vu en traversant la porte d'ici. Et dans cet endroit-là, il y a toujours aussi de la musique et de la danse associée à chaque tribu, et que parfois c'est la même. En Mauritanie, il y avait un monsieur qui faisait le festival des villes anciennes, c'est un noir, et racontait comment les disputes des nomades qui arrivaient sur le même puits pour pouvoir donner de l'eau à son bétail provoquaient une dispute physique, avec des épées parfois, comment les femmes se mettaient autour d'eux, et s'ils voulaient appuyer un des hommes, ils chantaient d'une façon et l'autre, il chantait d'une autre façon, pour les encourager. Et ça, ils se battaient vraiment, mais cela aujourd'hui est devenu une danse traditionnelle en Mauritanie, au sud de la Mauritanie. Il l'appelle la danse des bouses. La danse des bouses, de bâton. Ah. Parce qu'ils se frappaient pas avec une épée, mais vraiment avec un bâton. Des bouses. Encore une fois, une danse qui vient à partir de l'eau. Il y a aussi la guedra, qu'ont fait les tribus sahraouis surtout, mais aussi les tribus arabes, qui sont normalement à Mhamid, mais ça on les trouve qu'à Mhamid ou à Guelmim. Or déjà, en Mauritanie. Tout cela pour vous dire aussi que mes amis de Mhamid, mes amis de Guelmim me disent culturellement, on est beaucoup plus proche de la Mauritanie et du Mali que de Marrakech, que de Rabat et de Casablanca. Et ça, on le voit à travers leur danse, à travers leur façon de s'habiller, à travers leur façon aussi de vivre. L'autre point, c'était Sidi Massa, aussi avec la vallée du Cis, avec tous ces Oxor. Mais associé au grand Oxor, il faut non pas mépriser des petits villages comme celui-là de Tisarmine, dont parfois je vous ai parlé, qui est 17 km à l'est de Rissani et 7 km au nord de Merzouga. Là, il y a une région d'artistes. J'ai fait pas mal de recherches. Jusqu'il y a 20 ans, il y a quelques petites constructions où des nomades, ils laissaient leurs affaires et après ils partaient jusqu'au Oujda avec leurs animaux. En Mauritanie, on nous a amené à un petit oasis où il y avait des cabanes, tout rentré dedans, il n'y avait pas de porte. Et là, il y avait un petit coin pour faire du feu, il y avait des vêtements accrochés, il y a quelques outils à ranger, c'est-à-dire tu laisses ta maison ouverte et personne ne va les toucher. Ça, Tisarmine, il paraît que ça veut dire comme un lieu sécurisé. Mais bon, ça c'était des nomades. Là, il y a un oued, il y a un peu de l'eau, mais pas beaucoup, il y a un tout petit palmeraie. Aujourd'hui, ça devient un village, c'est très intéressant aussi comment les gens se sont sédentarisés dans un endroit comme ça. Mais pour moi, c'était très intéressant pour savoir que même s'ils sont à 17 km, quand une caravane ou un nomade veut vendre leurs produits, ils ne rentrent pas avec tout ce qu'ils transportent en ville. Ils restent dans des villages comme ça. Et s'ils doivent aller vendre les produits, le matin ils partent, 17 km, ils peuvent le faire en 3 heures tranquillement, ils vendent leurs produits et ils rentrent. Quand j'ai fini la caravane à Tirmert, les deux nomades, avec les deux chameaux, ils devaient chercher un transport à Guelmim, un pick-up, pour pouvoir les amener à Mhamid, de retour, pour ne pas faire le même chemin à pied. Alors, à Tirmert, ils nous ont dit, les marchés des chameaux de Guelmim, à quelle distance est d'ici? Ça coûte 15, 16, 17 km. Ah, c'est bon, alors on reste ici. Mais non, attends, on est à midi, si demain matin tu veux être là-bas, tu t'approches. Non, on est bien ici, on ne veut pas être à côté de la ville. Demain matin, on part
On part à 7 heures du matin, à 10 heures, on est au marché. C'est-à-dire, les distances et les temps n'ont rien à voir ni pour les caravanes ni pour les nomades. Alors, ce qui est intéressant avec les nomades, c'est qu'ils ont encore des comportements qui te font comprendre les caravanes. Et pourtant, te fait comprendre aussi, à un moment donné, toutes ces questions des caravansérails, des fanadis dans les médinas. Ce n'est pas comment on nous raconte l'histoire. Il y a quelques années, il y a une famille nomade qui s'est établie là-bas. Il a mis la tente. Il avait aussi, bon, c'était de la même tribu, mais c'était très intéressant de qu'est-ce qu'ils pensaient l'un et les autres, de qu'une nouvelle famille s'installe là-bas. Une année plus tard, ils étaient en train de construire une maison en terre. Et ça, c'est une haïma vraiment traditionnelle, fait avec les poils des chameaux et des chèvres qu'ils font eux-mêmes. Au fait, la question du nomadisme, ça c'est une photo que j'adore, que j'avais prise en 2013 entre Mohamed et Erchegaga. Et moi, je venais en tant que touriste, j'étais déjà venu plusieurs fois avec les étudiants, et je voulais explorer un peu la question des nomades, mais d'abord la question des haïmas. Alors j'avais demandé à un ami des Agora, Ahmed, j'aimerais bien passer la nuit au milieu du désert dans une tente, mais dans une vraie haïma. Pas dans une tente de l'armée. D'accord, si tu n'as pas un 4x4, il faut que tu payes la location de voiture, un guide, un chauffeur. Bon, d'accord. Alors on commence à rouler déjà en dehors des pistes. Il m'a dit Ahmed que tu veux dormir dans une haïma. D'accord. Alors, on va chercher une famille nomade. Oui, d'accord, mais moi j'ai récupéré un bivouac, mais avec des haïmas traditionnels. Alors ils ont trouvé cette famille-là, bon, ils se connaissaient. C'était septembre, il faisait 40 degrés. Voilà la haïma. Il m'a dit, Carlos, je suis désolé, mais tu ne vas pas pouvoir dormir dans la haïma parce qu'il fait tellement chaud qu'ils n'ont pas monté. Peu importe, parce que là, on a passé une journée et demie avec eux, j'ai dormi avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai posé pas mal de questions. Et c'est là que j'ai découvert, là où vous voyez un tapis, là c'était les matins, là il y a une personne qui est dormie là-bas. Et c'est là que j'ai vu toute la coupole céleste, parce qu'il n'y a pas de montagnes autour, et c'est là que je me suis dit, waouh! Et à partir de là, à fur et à mesure, parfois avec les artistes, on a pris l'habitude d'aller chaque fois, bon, pas chaque fois, mais de temps en temps, on voyait une tente, on s'approche. Et c'est aussi très intéressant de comment il y a un haïma, il peut y avoir un deuxième avec la cuisine, comment il peut y avoir des petits espaces cerclés pour mettre les petits animaux, les bébés ou les grands. C'était aussi une organisation spatiale assez intéressante. Et bien évidemment, les haïmas, vous voyez à droite, normalement, ils réutilisent tout, vraiment tout. Mais cela n'empêche pas qu'eux, ils puissent avoir aussi son panneau solaire, sa parabole, pour avoir aussi sa télé à un moment donné. Et avec une étudiante de l'IMBA, de l'école des Beaux-Arts de Tétouan, et l'année dernière, il était intéressé à savoir plus les nomades. Alors, on l'a laissé 3 jours. Bon, il n'a pas dormi avec eux parce qu'il ne voulait pas, mais on l'a laissé 3 jours avec des nomades. Sa recherche artistique, c'était de trouver un objet qui n'avait pas une utilité. Alors, il voyait une petite corde faite avec des morceaux de tissu de melfa, très jolie. Et ça c'était de la décoration. Non, ça c'est pour attacher les petits chèvres pour qu'ils ne s'échappent pas. Il a passé 3 jours à chercher quelque chose. Il m'a dit, Carlos, impossible, tout en utilité. Et on avait dit que sur la source, on avait vu un troupeau de 200 chameaux. Bon, on a échangé avec eux, on a parlé. Après, ils nous ont dit, si vous voulez, vous pouvez venir nous voir et passer la nuit avec nous. C'était à 10 km. On a marché pour les trouver, on a passé la nuit avec eux. Et là, on a appris de quoi peuvent vivre les gens avec les chameaux. Ils prennent le lait des chamelles 2 fois par jour. On connaît les prix. Ils sont près de la source à 10 km pour pouvoir les donner à boire, mais aussi près des réunions pour pouvoir vendre les laits. Ils nous ont expliqué qu'est-ce qui se passe avec les chameaux mâles, qui est les chefs un peu de troupeau. C'est-à-dire, on a appris des choses qui n'ont rien à voir avec l'architecture. Bon, il y a des choses qui ont à voir avec l'architecture, c'est la laine de chameau qui donne après suite à la haïma. Des haïmas que parfois aussi ils sont faits avec des petits morceaux. C'est pour eux, tout est
il est possible de tout recycler. Et quand je dis tout, vraiment tout. Alors, quand j'ai appris sur la question des caravanes, la question des nomades, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir marcher avec les nomades et parcourir les routes des caravanes pour savoir qu'est-ce que ça donne. J'insiste que ce n'est pas chronologique ce que je vous montre, mais la première, Kafila Oula, j'ai fait avec ces messieurs-là, Salim, il y avait 12 chameaux, entre Tisarmin, à côté de Rissani, jusqu'au Hamid Islam. C'était 1200 km, 300 km, on marchait 5 heures par jour, à peu près 25 km par jour. Et c'était vraiment, vraiment une expérience incroyable. Ça, c'est un puits auquel on a dû se débiller. Salim est à droite, les messieurs à gauche, c'était pas moi, c'est un ami à lui. Un jour, bon, déjà, on arrive dans un endroit pour se reposer pour manger. Il y a une petite moto qui arrive avec deux messieurs-là. Et moi, je dis, Salim, ces deux messieurs, ils sont sortis d'où? Tu as vu les petites tentes qu'il y en avait de l'autre côté d'où? Voilà, c'est des amis à moi. Ils nous ont vus passer, mais ils nous ont vus vraiment à la distance. Les déserts, on pense qu'il n'y a personne, qu'il habite personne, mais il y a des gens partout, il y a des yeux partout. Sauf qu'il faut savoir regarder. Non? Alors ils sont venus, ils ont préparé à manger avec nous, ils ont mangé, après ils sont partis. Nous, on a continué la marche, et le soir, il y a Salim qui vient de Carlos. Il y a un ami que j'ai rappelé qui va venir nous voir. Il va dîner avec nous. Ah, comme ça, tu peux lui poser des questions entre les petites fosseras que je connais et les petites fosseras qu'il part mélanger avec les berbères et les darija. 12 heures plus tard, il est où ton ami? Oui, il va venir, tranquille. D'accord. La nuit tombe, il est où ton ami? Il va arriver. Et au milieu de la nuit, il arrive. Il n'a pas de GPS, il n'a pas Google pour lui dire, voilà, où on se trouve. Mais il a donné une indication d'un type d'arbre, un type de dune, ce sont des références géographiques, et lui, il est arrivé. On a fait une pizza berbère dans les sables. Et puis, comme c'était déjà un peu tard, il a dit, bon, je vais rester ici, dormir avec vous, demain je rentre. Parce qu'au fait, il avait marché 10 km, il a un 4x4 ou un Defender, il a fait sa famille, il a décidé de marcher 10 km dans le désert, même la nuit, pour rencontrer son copain. Après, il nous a accompagnés, c'est lui qui m'a dit, Carlos, je te vais montrer comment on marche en nomade. Et il a même une façon aérodynamique. Il se met les turbans, il commence à marcher, à tirer du chameau. Et il me dit, c'est normalement on marche 30. Mais si on est pressé, on peut aller jusqu'à 60 km par jour. Bon, il a continué avec nous jusqu'à ce qu'on s'est arrêté pour déjeuner. C'est-à-dire qu'il a marché 3h30 avec nous, 4 heures avec nous. Et après le déjeuner, bon, maintenant je vais rentrer chez moi. C'est-à-dire, il a marché 30 km à pied au milieu du désert en ayant une 4x4 tout simplement pour rencontrer son copain, qui ça fait des années qu'il ne voyait pas. Bon. Après, il y a aussi les chameaux qui sont pratiquement comme des chiens, des animaux très dociles. C'est vraiment, vraiment un spectacle de marcher à côté d'un chameau et de vivre avec un chameau. Non? Et je disais que c'est important aussi. Ça, c'est un premier jour. Et les lieux, c'était magnifique avec une espèce de terre battue, compactée, très, très, très claire. Mais à droite, la montagne que vous avez à droite, il ne paraît pas qu'il y a comme une espèce d'anneau au-dessus. Et moi, je croyais que c'était quelque chose de géologique. Et à fur et à mesure que tu t'approches, tu te rends compte que ce n'était pas une formation géologique, sinon que c'est une muraille faite en pierre. Muraille faite en pierre. Et le nomade, il me dit, Carlo, tu veux y aller? Non, non, on n'a pas le temps. Mais maintenant, j'ai ça dans ma tête, un jour, je vais revenir. Mais qu'est-ce qui faisait une fortification sur une muraille, dans un chemin de caravane, fait en pierre, et qui ressemblait à ce que j'avais vu à Zagora, fait par les Almoravides. Une fois que j'ai fini la caravane, je passe par Ouarzazate, je rencontre Boussa, la fortification qui est en face des Taous. Ça ressemble beaucoup à Almoravide. Bah oui, c'est Almoravide. Et c'est pas la même chose d'arriver à pied à ça que d'arriver avec Google Maps ou d'arriver en voiture. Mais là, j'ai eu la sensation de qu'est-ce que ça donne, marcher et trouver un point défensif et un point de contrôle. Que normalement, on n'a jamais le temps de faire à Taskimut ou de faire d'autres fortifications.
C'est-à-dire qu'il faut se mettre à l'époque, et au temps et au distance de l'époque pour pouvoir comprendre certaines fortifications. Non? Pas pourquoi il y a... Ça, c'est les messieurs qui sont arrivés pour manger avec nous. C'était vraiment magnifique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon. Ah. Pardon. Il y a aussi, quand j'ai fait la première kafila, je me suis dit, comment je vais prendre des photos et des vidéos? Je ne peux pas me connecter, je ne peux pas avoir un chargeur solaire. Alors, je me suis dit, comment je peux faire des photos, des vidéos analogiques? Et moi, je ne sais pas, quand j'étais petit, j'avais une caméra analogique, mais je me suis mis à chercher. La caméra que vous m'avez vue, cette petite caméra, l'Omokino, cette film est faite avec ça. C'est un film de 35 mm, tu commences à tourner. Les plus vite que tu tournes, les plus des images. Après, quand tu fais le montage, c'est plus fluide ou moins fluide. Après, j'ai appris à développer les films noir et blanc. C'est noir et blanc parce que je peux les développer chez moi. En couleur, c'est plus compliqué. Je l'ai scanné, je l'ai monté, j'ai fait pas un film, pas un court-métrage, tout simplement une documentation de ce que j'ai fait avec Salim. J'ai fait aussi un journal avec quelques croquis et tout ça, je l'ai mis après sur Internet. Je n'ai pas utilisé l'iPhone. Salim, il est fou monsieur-là. Maintenant, j'utilise surtout cet appareil pour prendre des photos, pas que pour des films. Est-ce que ce monsieur, c'est un nomade? Ouais. Mais normalement, les nomades, ils se déplacent en groupe? Non, maintenant, les nomades, avant l'indépendance, surtout avant la guerre avec les Polisario, la partie du Sahara, là, ils pouvaient avoir des campements de 300-400 tentes, et pourtant des familles. Maintenant, normalement, tu vois une tente, deux tentes, c'est-à-dire une famille, deux familles qui ont des liens et qui habitent ensemble. L'autre jour en Mauritanie, on a vu 7 tentes. Il y a encore beaucoup de... Ouais. Plus que là on croit, sauf qu'on ne les voit pas. Même j'étais dans un séminaire à Birgandous pour une question d'aménagement des territoires. C'était le ministère d'aménagement qui m'avait invité. Et même les gens de là-bas, non, mon grand-père il était normal, mais maintenant il n'y a pas. Écoute, moi j'ai croisé pas mal de 4x4 Defender, beaucoup plus que les reste du Maroc. C'est-à-dire que là, il y a des gens. Mais c'est des nomades maintenant en 4x4. Oui. Non, mais il y a... Il y en a pour les touristes, mais des vrais... Non, il y a encore... Les nomades, parfois, ce qu'ils font, parce que la plupart des guides qui vont dans les caravanes, normalement, leur rôle, c'est de traduire du français à l'anglais, au darija ou au berbère, aux touristes. Mais normalement, les chameliers, ça peut être quelqu'un comme Salim, qui est nomade et qui parfois, il se gagne la vie en faisant des caravanes, entre guillemets, touristiques. Mais sinon, parfois, il y a un que je vais montrer tout à l'heure, Cheikh, qui me disait, non, je bouge entre Guelmim et Zagora. Ma famille, normalement, ma femme et mes enfants sont à Tata. Quand il y a des vacances, ils viennent avec moi. Mais en été, je prends tout le monde à Bdesan, à Tata, et on va à Smara. Tata Smara, c'est 600 km. Il est vrai qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une 4x4. Mais ils vont à pied, pas de souci. Pratiquement là, il n'y a que des nomades pour les touristes? Non. Il y a des nomades parce que ces gens-là, ils me disent, bon, tu as une maison à Tata, pourquoi tu dors n'importe où? Non, parce que si je rentre dans une maison, 2 semaines, je deviens fou. Ils gagnent leur vie comment, les nomades? Ils échangent ils ont des animaux, ils échangent des trucs, ils rendent service et ils font aussi des petites caravanes comme ça. Dans le Sahara, je suis allé quelques fois et je voyais, il y avait toujours sur les maisons modernes, tout ça, il y a toujours des tentes en haut sur le toit. Je posais la question, je disais, parce que effectivement ce que vous dites, ils ne supportent pas d'habiter dans une maison comme ça fermée, il leur faut le khayma, y compris sur le toit de leur maison. Il y a
à propos du nomadisme et de sédentarisation, bon, il y a un livre qui a été publié il y a une année de Rahal Boukhali, je pense, un sociologue, de l'attente à la ville. Mais c'est encore plus intéressant, celui que vous connaissez sûrement, de Ahmed Escounti, de Marrakech, qui a fait sa thèse doctorale sur les Aït Mergat, sa tribu de Rachidia, et il montre tous les processus de sédentarisation d'après certains des documents du protectorat français, mais surtout des témoins, des gens de sa tribu qui lui ont expliqué comment ils ont fait. Et les problèmes qu'ils ont eu pour s'établir dans des villes ou dans ces oasis. Non? Et la deuxième kafila, on l'a fait avec certains artistes. Et c'était une petite kafila entre M. Hamid Ghizlan et Tissint. À droite, c'est Shir, un nomade. C'est lui qui est parti avec sa famille à Asmara. Mbar Bouchichi, l'artiste de Aka. Ahmad Al-Fani, le Soudanais. Mohamed, qui c'était un autre des nomades, pourtant guide, et pas au Qatar. Mohamed, on a fait aussi des interviews avec lui, qu'on a mis sur les sites. Alors, aussi, il disait que ces enfants, le nomadisme est en train de disparaître, entre d'autres, parce que les enfants, ils préfèrent d'être en ville. J'ai trouvé des enfants de nomades, j'ai posé la question, non, je préfère être ici qu'être à l'école. Mais aussi, il commence à avoir un changement social, parce que moi, si je vois une tente, ou je vois des nomades, pour la façon de s'habiller et pour certains détails, d'avoir une ceinture avec des cordes qui sont fabriquées avec des morceaux de tissu, ça montre qu'ils sont des nomades et les enfants, ils commencent à avoir honte parce que les gens de ville, ils considèrent qu'ils sont des pauvres, qu'ils n'ont rien. Et que c'est un peu comme en Europe, son domicile fixe. Tandis que vraiment, Shir, je lui ai montré des plans de cartographie des années 30 qu'il utilisait pour me repérer. Je dis non, Carlos, je ne comprends pas les plans, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Par contre, tu me dis des noms des accidents géographiques, je vais te dire où ils sont. J'ai commencé à demander, voilà, où se trouve cette ruisseau, cette colline, cette montagne, il disait il connaissait tout. Salim, l'autre, c'était curieux parce qu'il arrivait, il ne pouvait pas lire non plus, mais il arrivait à identifier dans un plan topographique les montagnes et les rivières. Et il me disait, Carlo, est-ce que cette rive, c'est cette rivière-là? Oui, c'est écrit ça. Et dis-moi le nom qui est écrit là. Cette montagne, voilà, c'est cette montagne, vous savez. Est-ce qu'ils utilisent la technologie actuelle pour s'orienter? Ils utilisent actuellement la technologie oui, mais ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils s'orientent comment en fonction des Non, étoiles, ça, des bon, étoiles. Quand il y a des rivières, quand il y a des montagnes, c'est suffisant. Oui. Quand ils traversaient, j'ai interviewé 3 fois un nomade. Bon, maintenant il ne bouge plus, il a Mohamed Mokhtar, il est allé même à pied à Tombouctou. Alors il me parlait, j'ai une vidéo, il me parlait des parcours, de où est-ce qu'il y a de l'eau. Attention, Carlos, cette eau-là, il n'est pas très profond, il n'est pas très bon. Il faut aller dans un autre puits. Et lui, il y a parfois, surtout quand il marchait la nuit, qu'à un moment donné, bon, ce n'est pas qu'il s'est guidé par les étoiles, mais comme je disais tout à l'heure, parfois il suffit de savoir où se trouve le nord. Parce que surtout là, quand tu vas vers le sud, quand tu es dans un terrain de dunes, que tu n'as pas beaucoup de références, même s'ils trouvent leurs références, et moi, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Moi, à 2 reprises, j'ai utilisé la boussole. Mais tout simplement, c'était parce qu'on était à Zagora, on devait aller vers la palmeraie de Ketawa. Il y a les passages des voitures qui remontent un peu la montagne, mais il y avait un passage naturel entre les montagnes. Fomtakat. Alors, là, on arrive à un espace qui c'est comme une place géante de 30 km. On ne voyait pas très bien, mais on avait un plan. On savait où on était. Moi, je disais, écoute, je vais voir l'angle sur les papiers, et maintenant, je sais qu'on doit aller dans cette direction. Si on va par là, c'est pas grave. On va arriver jusqu'aux montagnes, après, on va continuer. Mais ça va nous faire marcher 1 heure, 2 heures de plus. Alors, on l'utilise, pas final. Mais après, Mortaï me disait, si tu veux traverser les Sahara, il faut des Sahraouis. Les Berbères, les Arabes, ils ne connaissent pas les déserts. C'est que les Sahraouis. C'est normal. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient nés et élevés là, c'est-à-dire parce qu'ils ont que appris... les nomades, avant,
moi aussi, je pose la question de comment ils se déplacent. Ben, tous, ils se déplacent à l'intérieur du Maroc. Mais avant, l'étude d'anthropologue espagnol Caro Baroja, ça s'appelle Estudios Saharianos, il posait la question, comment j'ai fait aux nomades du Sahara, ils bougeaient entre Fès et Dakar. Et jusqu'au Niger, dans notre sens. C'est-à-dire, c'est des gens qui se déplaçaient, que pour eux, la distance, pour nous, c'est très, très, très long. Peut-être 300 km à pied, mais eux, ils peuvent se faire 1000 km à chaque fois. Hein. Une des choses qui m'intéressait, parce que je vous avais dit que la première fois que j'ai dormi avec des nomades, c'est parce que j'étais intéressé pour les haïmas, en tant qu'élément architectural. Et d'un coup, j'arrive, une famille qui n'utilise pas les haïmas, qui utilise un petit arbre. Alors, quand on marche, normalement, on marche 3 heures, 3 heures et demie, on cherche un arbre pour pouvoir s'arrêter. Et on mange, on reste 2 ou 3 heures, on se repose, et après on continue. Mais il faut toujours un arbre. Moi, une fois, on est resté pour se reposer au soleil, à 35 degrés, et tu étais encore plus fatigué après que juste quand tu es arrivé. En plus, en parlant des références, on nous a dit, Saïd Razgi, que c'était le guide, nous a dit, non, il faut aller jusqu'à ce point-là, qu'en plus c'est un point de repère pour nous, c'est une espèce de place. Si tu veux rencontrer un nomade, on se dit, on se voit dans cet arbre, parce que en fait, cet arbre c'est un tamarisque, un talha, une acacia. Il n'y a pas la suivante acacia, c'est à 30 km de là-bas. Les restes sont des tamarisques. Et là, on voit l'importance d'un arbre comme l'acacia, qui est très horizontal, et regardez l'ombre qu'il crée. Alors, ça c'est l'habitat. Si on parle d'habitat, un espace où les gens habitent, voilà un habitat où il n'y a pas d'architecture. Et là, on peut théoriser sur la lumière, sur l'ombre, mais je peux vous dire, si tu restes 3 heures là-bas et qu'on est nombreux, et qu'on a pas mal de choses, après il faut se déplacer avec l'ombre. Alors moi je me suis dit, voilà, ça c'est l'architecture, je vais la dessiner. Parfois j'ai dessiné comment les campements il était arrangé par les nomades, avec un tapis pour pouvoir rester, une autre pour les bagages, la petite cuisine et tout autour de l'ombre qui donnait l'arbre. Parfois aussi c'était très très spectaculaire, traverser des montagnes. Et là on a passé, ça c'est la deuxième kafila, mais la dernière aussi on a traversé des montagnes parce qu'on pense toujours que le désert qu'il y a que du sable, mais aussi les cailloux, mais aussi des montagnes. Et ça c'est des petits passages que seulement les nomades ils connaissent. Mais on parlait que les caravanes, on pouvait suivre les oasis et pourtant l'eau, mais en arrivant à Mimouna, c'est près de Tissint, on a visité cette marabout comment il s'appelle, Sidi Mbarak, un qui est aussi très connu, bon il y a 3 ou 4, je me souviens plus du nom, mais c'est quelqu'un qui était aussi à l'origine de la dynastie saadienne. Sidi Mbarak, je ne me souviens plus. Mais bon, là ce qu'on a appris, c'est que les marabouts sont aussi une référence pour les routes de caravane, parce qu'il y a des gens qui font la route de caravane suivant les marabouts, parce qu'ils cherchaient toujours la baraka, surtout avant de traverser les arbres. C'est celui qui est perché sur une sorte de colline, on va dire? Non, non. Ça, c'est des marabouts qu'on trouve un peu dans tous les schémas. Tissin, Et ça, c'est avant Tissin, si tu viens de Mohamed, avant Tissin. Il y a la route qui vient de Fomsgui qui passe par là, et après ça tourne vers Aka. La dernière que j'avais fait, c'était entre Tissin et Tirmar. Bon, l'avant-dernière. Vous voyez ces terrains-là, des rochers. Là, on a dû marcher pendant 2 jours pour un terrain comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas marcher dans les déserts parfois. Et ça, c'est pas les pires. Les pires, c'est quand il y a les cailloux arrondis de Oued. Parce que ça glisse en plus. Là, ça bouge, mais ça glisse pas trop. Mais Et vous étiez obligé de passer par là? Oui, et parfois c'est soit marcher par les goudrons de la route nationale, et ça, c'était hors de question. Mais vraiment hors de question. Et quand tu t'arrêtes dans un endroit pareil pour dormir, il faut
il faut faire des travaux d'aménagement. Il faut lever et puis il faut faire attention avec les scorpions. Un autre type, quand il y a du vent, il y a aussi l'aérodynamique pour se protéger du vent, surtout pour faire la cuisine. Et parfois, en parlant d'instruments, oui, il utilise aussi les jumelles. Parfois, surtout s'il ne connaît pas trop bien les chemins pour trouver un arbre, pour pouvoir y aller et se reposer, et parfois tout simplement pour savoir si le terrain il est vraiment plat ou pas. Parce que parfois on marche par un terrain plat et d'un coup on voit qu'il y a une vallée à l'intérieur et qu'à l'intérieur de cette vallée il y a une autre vallée. Et que parfois c'est d'un terrain érosionné par l'eau. Cela nous est arrivé à côté des Tatas. On marche à un terrain plat et d'un coup on commence à avoir des mini-vallées où on pouvait descendre. Mais à un moment donné, lui, avec les chameaux, il ne pouvait pas descendre. Il a fait un demi-tour. Il a marché 1 kilomètre vers l'arrière pour pouvoir traverser un autre endroit parce qu'il y avait finalement une hauteur de 5 mètres qu'à pied on pouvait le faire, mais avec les chameaux, jamais. C'est-à-dire aussi que l'eau, comme je disais, l'eau, il crée une topographie qui parfois il est inaccessible. Depuis, c'était aussi très intéressant les discussions entre eux à propos des plans, par où est-ce qu'on va prendre. Parce que aussi, moi, eux au début, ils ne me croyaient pas, mais après, à la fin, ils m'ont dit Carlos, surtout, bon, Mouloud, c'était un vrai nomade, l'autre, c'était, Omar, c'était vraiment, Omar, c'était les nomades, Mouloud, c'est quelqu'un qui travaille avec le tourisme, qui font des randonnées autour des Mohamed. Il m'a dit Carlos, j'ai marché déjà avec 300-400 touristes, jamais j'ai rencontré quelqu'un avec toi, qui d'ailleurs, tu connaissais un partie des chemins que nous, on ne connaissait pas, mais en plus, tu nous as fait découvrir énormément de choses par rapport à l'histoire que jamais on connaissait. Donc, bref, c'est-à-dire que c'est vous qui devez me payer, à moi, et pas à l'inverse. Bon, c'était curieux, non? Tamdult. Pour moi aussi, c'est comme la fortification. Arrivé, moi j'avais repéré Tamdult sur Google Maps. Et il y avait du sable, il y avait des restes des murs, des murs, que je croyais que c'était que de 50 à mètres. Mais quand j'arrive à pied là-bas, il y a encore un marabout. Et puis il y avait des morceaux de murailles. Mais ce qui est plus intéressant, c'est normalement quand tu montes sur ces fortifications-là, tu comprends pourquoi ils sont là. Et là, ils contrôlent le territoire qui va entre Hamid de Gizlam, Fomzgit et Gelmim, mais aussi la rentrée directement du désert grâce à la géographie. Et on dit que c'est par là que les tribus arabes attaquaient. Mais près de... Là, vous voyez les montagnes au fond de la route, il y a un passage naturel, mais sur la montagne d'à droite, il y a une fortification almoravide, Dar al-Sultan, à Tarajist. C'était aussi pour contrôler les passes, pas que les passages, mais aussi toute la vallée qui relie Isht avec Gelmim. Et si vous êtes passé En bas, non, en bas. Mais après, quand j'ai fini, 2 semaines plus tard, j'étais encore à Gelmim. J'avais des infos des archéologues et tout ça. On a monté, c'est une montée spectaculaire pour arriver au moins. Mais bon, ça, j'ai pas mal de photos sur cette fortification, qui est almoravide comme Amergo. Et des petits, on est en train de finir, mais pour pouvoir comprendre ici, ça, vous imaginez, ça, toi, Reda, tu étais déjà dans la Palmeraie, tu t'imagines un chameau chargé comme ça, ou avec les branches, il ne va pas pouvoir marcher vraiment dans la Palmeraie. En plus, ça peut faire chier au jeu de la Palmeraie, parce que lui, s'il voit des dattes par terre, il va tout manger. Et parfois, les gens, les dattes, ils les laissent par terre, ils les laissent sécher. Ça m'est arrivé déjà. Et on passait pour une Palmeraie et les propriétaires qui étaient là, ils ont dit bon, ça va pas, non, ils bouffent ma nourriture. Il ne faut pas passer par là. C'est pour ça qu'il y a pas mal de conflits entre les nomades et les sédentaires. Oui, ça c'est parmi d'autres. Ah. Pardon. La troisième caravane, j'avais acheté une Bolex de 7 mm. C'est un appareil qui ça a commencé les années 30 jusqu'aux années 90 et c'est un film pas de 35 mm, de 7 mm. Et c'est assez grand, c'est un peu lourd
Mais j'ai voulu tester qu'est-ce que ça donne, parce que ça, en théorie, ça donne plus de qualité que 35, bon, que les 8 mm. Mais comme c'est lourd, bon, j'ai fait un test de qu'est-ce que ça donne. Il y a encore des gens qui font des films avec ça. Hein. Tout ça aussi, c'est sur le site, sur YouTube. J'ai mis les sons des chameaux qui marchent, parce que pour moi, ça me rappelle aussi au son de certains voiliers, non? Certains mouvements répétitifs. Bon, là, on ne les voit pas trop bien. Après, vous pouvez les regarder tranquillement sur le site. Mais encore une fois, il n'y a aucun intérêt de faire un film, un court-métrage, quelque chose d'artistique, c'est tout simplement de la documentation. En plus, la caméra, elle était endommagée et ça faisait qu'il pouvait tourner que 3-4 secondes. Normalement, à chaque fois qu'on cherche manuellement les moteurs, on peut faire des 30 secondes. C'est-à-dire que là, il y a aussi des contraintes techniques. Maintenant, en théorie, la caméra a été réparée. Et la prochaine Kafila, je pense que je vais l'utiliser encore. Ça rappelle un peu le documentaire de la pub. Mais encore une fois, vous voyez, c'est ne pas avoir une intention de faire quelque chose d'artistique. Et après, j'ai des amis qui ont du cinéma qui ont beaucoup aimé. Hein. Mais bon, je ne suis pas un cinéaste, mais j'ai envie, mais l'intérêt. Dans la façon de documenter ça, m'a rappelé. Oui, mais encore une fois, c'est un problème technique. C'était aussi, ce café-là, c'était très intéressant. Quand on est arrivé à Tirmark, je voulais arriver là où les esclaves faisaient leur fête. Et là, il y a mes amis de Tirmark qui nous attendaient avec un tagine, on arrêtait, c'était très, très, très émouvant. Mais c'était aussi une envie d'arriver à pied à un endroit, parce que c'est pas le même chemin que tu utilises normalement quand tu viens en voiture ou en 4x4. Et ça te permet d'avoir notre point de vue complètement différent. Bon. Pour finir, ça c'est la dernière qu'on a fait. Vous voyez Zagora en haut à droite, et Fomsguide. Là, vous voyez comme une espèce de vallée. Ça, normalement, les nomades, ils l'appellent Feija. Feija, c'est comme une route rapide. Pour eux, une Feija, c'est magnifique parce que il est protégé du vent, il est protégé pourtant du sable. Normalement, il trouve un peu de l'eau. Et si jamais cette Feija est contrôlée par une tribu et tu as payé tes impôts, tout va en sécurité. Alors, on a commencé depuis en haut, on a commencé à descendre, on a traversé des montagnes, on est arrivé jusqu'au Shegaga, et après on a tiré direct à droite vers Mhamid. Normalement, les gens, ils partent d'Mhamid, ils vont jusqu'au Ledour, ils reviennent, mais moi, je ne voulais pas faire ça. Et il fallait traverser des montagnes et regarder des petits chemins, en zigzag, pour pouvoir monter en haut. Et comme je disais, parfois tu vas sur un terrain plat, et d'un coup, tu trouves que le terrain s'arrête et qu'il descend brusquement, et on arrive à un endroit comme ça, un mini oasis, avec l'eau. Et c'est là qu'on a dit, tiens, c'est un lieu magnifique, magique, on reste ici. On a trouvé aussi des traces de nomades. Je vous ai dit comment en Mauritanie, ils sont des cabanes. À Tissalmi, ils construisaient vraiment des maisons. Mais là, sur tous ces chemins où il n'y a pas de 4x4, on a trouvé des murs en pierre. Certains abandonnés, mais là, c'était réaménagé. Les nomades, ils transportent leurs affaires, mais après, s'il y a des sites que normalement ils visitent régulièrement, ben, ils commencent à faire ces petites constructions et comme ça, ils sont tout protégés. Mais encore une fois, moi, cette photo, je l'aime beaucoup parce que oui, il y a la Khaïma, et après, il y a un arbre, puis il y a un mur en pierre. Et il y a les murs en pierre parce qu'il y a l'arbre. S'il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas les murs en pierre. Mais c'est l'arbre qui fait des toits. En fait, c'était, je ne l'ai pas ici, mais la première kafila, Salim, on était en avance, il m'a dit, tiens, si tu veux, on va passer par les villages où ma soeur habite. On peut dormir là-bas, se reposer là-bas. C'est une maison, avec 3 chambres, avec un patio. Moi, je suis arrivé, on a mangé dans les salons, mais après, les autres, ils n'étaient pas là, et je me suis rendu compte que il y avait à chaque moment de la journée, et à chaque activité, il y a un endroit dans les patios autour de la maison pour réaliser cette activité. Au fait, c'était là où il y avait de l'ombre. C'est-à-dire, l'après-midi,
on se mettait du côté nord de la maison. Il y avait une petite ombre, là on prenait l'été. Les petits déjeuners, on l'a fait dans une extrémité du patio, sur les murs des toilettes, parce que là on était protégé de la lumière. Ils m'ont dit, bon, tu vas dormir dans cette chambre? Mais tu es fou, je dors dans les patios. Ah, toi aussi. C'est-à-dire, toute la famille dort dans les patios. C'est-à-dire, il y a une architecture, mais l'architecture, ça sert tout simplement à stocker des choses, mais pas à avoir une activité. Est-ce que l'arbre sur la photo dernière, il est contourné par les murs? Ouais. Pas forcément, ça dépend aussi de... les constructions à gauche, c'était aussi pour mettre les animaux là-bas. Et tout au long du parcours, tu trouves des petites constructions, des murs en pierre que... Puis, lorsqu'on commence à construire, ça, je veux dire, c'est une sédentarisation. Non. Ça, parce que parfois, il peut rester 1 mois, 2 mois dans un endroit, et après, il se déplace et il change un autre. Même vous, je n'ai pas la photo ici, parce que si je mets, je ne sais pas combien de photos j'ai... On a vu des maisons, il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas de portes, étaient fermées, à côté d'une mini oasis avec de l'eau. Et on rentre dans une salle, il y avait des cailloux au centre. Et qu'est-ce qu'il faut des cailloux? Parce que ce n'est pas pour faire du sport. Un des il dit non, c'est une sauna. Là, tu te mets là, tu chauffes les cailloux dans le feu, tu laisses les centres, tu laisses un caillou pour mettre les pieds pour ne pas avoir de problème. Maintenant, tu prends avec des tissus, ou maintenant avec des plastiques, tu prends de l'eau, un peu tiède, et tu les verses sur les pierres chaudes, et il y a la vapeur qui monte. C'est-à-dire, les nomades, ils ont une sagesse incroyable. Ils sont capables de faire une sauna avec 4 cailloux. Et les enfants ne font pas d'études? Hein? Les enfants. Parfois, oui. Et ça, c'est un problème. Et on a trouvé à El Gaga, au sud de Merzouga, des mini-écoles, 2 salles de cours, qui ont été toujours construites par des associations, la plupart marocaines. J'ai posé la question, et ces associations, parfois, ils envoyaient un prof pour vous donner des cours. Alors, il y a 30 ans, 40 ans, quand il y avait vraiment des campements de 300, 400 tentes, les familles payaient un prof, que normalement, les Sahraouis payaient un prof de la Mauritanie, je ne sais pas pourquoi, qui était avec sa famille, il était payé avec une chèvre, un chameau, ça dépend de combien des élèves. Et il restait pratiquement toute l'année avec eux. Dès qu'ils se sont sédentarisés par la sécheresse, par les guerres et par la colonisation, mais maintenant, le problème c'est que personne ne s'occupe d'eux. Au Forum international des oasis des Agora, il y a 3 ans, j'ai parlé d'aménagement des territoires oasiens et nomades, et j'ai posé la question de qui s'occupe des nomades. Et après, la directrice de Eaux et Forêts des Agora, que je connaissais déjà parce qu'il est de Rachidé, m'a dit, Carlo, tu as raison. Tu sais, c'est en théorie, c'est Eaux et Forêts qui s'occupe des nomades. Et on ne fait rien. Je vais essayer de récupérer un programme éducatif qui avait fait la délégation de Ouarzazate il y a 20 ans, 30 ans, pour essayer si je peux faire quelque chose. Et c'est ça quelque chose qu'en parlant à Dakhla, je disais, ça, vous devez développer un plan éducatif, mais aussi de santé. Moi, il y a une fois, bon, c'était un nomade plus ou moins sédentarisé, mais on arrive, il me dit, Salim Carlo, tu as quelque chose parce qu'il a un problème avec la main. Tiens, la main, il s'avait coupé 2 doigts. Il s'avait mis, je ne sais pas, quelle résine naturelle, ou il avait un torchis. Et moi, j'avais de la bétadine et paracétamol. Et moi, j'ai dit, pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital? Non, l'hôpital le plus proche, c'est à 7 heures, je m'en fous. Mais les nomades, parfois, ils m'ont dit, surtout à Dakhla, ils m'ont dit, non, nous avons un problème, parce que s'il y a un problème pendant l'accouchage, le temps d'arriver avec les 4x4 jusqu'au goudron, et pris dans les goudrons jusqu'à Dakhla, bon, l'enfant et la mère, ils ne vont pas survivre, sûrement. Alors, c'est là que je disais, vous voulez développer la région, d'accord, il faut... Parce que j'allais parler précisément de ça maintenant, le territoire de Dakhla ou de Dahab, où les gens, ils sont... Moi, j'étais là, j'étais avec Saïd Mounir, il m'a dit, non, quand ici, personne n'y habite. Et d'un coup, on voit une 4x4 qui arrive. Et après, sur la route, on voit aussi un groupe de nomades qui arrivent aussi avec tout la maison.
Alors c'est là que je disais, écoute, d'abord, il faut penser à une école, entre guillemets, nomade, mais aussi il faut penser à un système de santé. Je ne dis pas qu'il faut faire des hôpitaux partout, mais tu peux faire, pas un dispensaire, mais un petit hôpital, peut-être au CER de Biranzran, et que les médecins de Dakhla, une fois par semaine, chaque 2 semaines, une fois par mois, ils viennent ici pour soigner. C'est ça ce qu'on fait aujourd'hui, les caravanes médicales. Il y a une fondation marocaine qui fait ça. J'ai vu les camions à Guelmim. Ou d'autres, avec les rallyes, tout ça, on fait aussi des caravanes. À Tissarmine, il organise une caravane médicale. Il y a 1000 nomades qui apparaissent de nulle part pour être soignés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin. Quel besoin. Pour finir, une photo que j'aime beaucoup. C'est un selfie. Sauf qu'on ne voit pas ma gueule parce qu'il y a les tourbillons, c'était pendant une tempête de sable. Mais là, c'est aussi une façon d'expliquer. Bon, d'abord que les tempêtes de sable, dès qu'il y a une, il faut s'arrêter parce que sinon tout peut être perdre. Ça, c'était pas une grande tempête, mais moi j'étais à Tissarmine, j'ai vu une tempête de sable qu'on ne voyait pas d'ici à 10 mètres, on ne voyait rien. Et parfois, quand tu marches avec les nomades, parfois tu peux aller ensemble, surtout si le chemin est petit. Mais quand il s'agit de grandes extensions, comme ça peut être la traversée de la Kiriki, il peut te dire, là, tu vois la montagne qui est là-bas, tu peux y aller et on se voit là-bas. Et tout marche. Mais si on te fait des sables, tu perds la référence de la montagne et de ce qui vient avec toi. Et aussi l'importance aussi du turban, comme je disais aussi tout à l'heure, que c'est un élément pour protéger la tête. Pas pour protéger la tête des rayons solaires, mais pour isoler vraiment la tête. Et lui, le nomade, parfois, ça dépend de la région, mais il peut avoir 10, 12, 15 mètres. Tandis qu'ici, pour les touristes, on te vend des 2 mètres et demi. Tu fais rien avec ça. Bon. Vous voyez, quand aux étudiants, pour moi, la chose la plus importante, c'est avoir de la curiosité. J'insiste comment j'arrive en 2010 pour la première fois au sud du Maroc pour l'architecture en terre, comment après je m'intéresse pour les oasis, pour l'eau, pour les tribus, pour les danses, après les haïmas, après les nomades, après les caravanes, et comment à travers de tout cela, tu commences à comprendre beaucoup d'autres choses, la fortification almoravite, l'aménagement du territoire, les problématiques actuelles d'aujourd'hui, d'où il vient, comment il pourrait être résolu. Mais il n'y avait pas, et ça c'est un peu la différence avec certaines recherches académiques, qu'il faut toujours aboutir à un résultat. Parce qu'après tu passes à une autre chose qui n'a rien à voir. Non? Tandis que ça, en fonction de tes envies, de tes possibilités, tu fais des choses. Et moi j'avais aucun envie, mais quand j'ai montré des photos de la région de Dakhla, c'était parce que quelqu'un qui me connaissait disait, alors on ne sait pas comment développer la région, l'intérieur de la région Dakhla ou Dahab. Il n'y a pas de oasis, il n'y a pas que des nomades, on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on a déjà essayé de faire un plan d'aménagement au CERD et cela n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on a fait les ruelles, la moitié des bâtiments n'ont pas été construits et ceux qui ont été construits, la moitié ont été déjà abandonnés. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas faire de n'importe quelle façon, il faut faire de notre façon. Et c'est là qu'on a commencé à parler si il faut créer des espèces de stations-service, si on crée des petites oasis où on met ces bâtiments dedans, c'est-à-dire de créer une ville contemporaine avec toutes les contraintes, surtout de ces parties du désert, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et c'est là que des choses qui apparemment n'ont pas aucun intérêt, surtout pour la plupart des architectes, peuvent être des instruments valables pour pouvoir faire des aménagements, des architectures très, très contemporaines. Même si après on ne va pas voir publier dans les magasins. Vous savez, vous connaissez la Masdar, la ville qui a fait Norman Foster aux Émirats. J'ai un ami architecte espagnol qui est prof à Sharjah. Il m'avait parlé, Carlo, qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, il faut que j'y aille. Mais par rapport à ce que j'ai vu, je pense que c'est n'importe quoi. Tout est en théorie basé sur des aspects de l'architecture traditionnelle, sur notamment les tours avant iraniennes. Mais bon, j'irai et après je vais visiter, je te dirai. Et quand il revient, Carlo, c'est n'importe quoi. C'est que la photo, la haute technologie, mais qui
a besoin d'un entretien, et que c'est pas la même chose quand tu es dans une ambiance où il y a du sable, et que le sable il casse n'importe quel mécanisme. Tout ce qui est mécanisme, il est cassé. Ça, mes amis de Tissermi, quand je vois la pompe d'eau qui est complètement emballée de tissus et de plastique, ils m'ont dit, mais ça, une pompe, tu la mets ici, avec tous les sables qu'il y a là-bas, quelques mois plus tard, il va être bloqué. C'est pour ça que j'attends qu'est-ce qui est avec tous les éoliens qui sont mis à Lyon et maintenant à Dakhla, qu'est-ce qui va se passer. Parce que je pense qu'ils ne sont pas pensés pour être étanches au sable. Moi, à Dakhla, je l'avais dit, j'avais essayé de contacter les gens de Gamesa Siemens, qui est le numéro 1 d'eau des éoliens au monde, c'est hispano-allemande, qui sont une usine à Tanger. Je les écris que ça vous intéresse de développer des éoliens étanches au sable. Ils ne m'ont pas répondu, peut-être parce qu'ils pensent que ce n'est pas nécessaire. On va voir. Bref, que la curiosité peut vous amener dans des endroits complètement inconnus, mais que, même si c'est des choses qui apparemment n'ont pas d'importance, finalement, ces projets-là, sûrement, on ne va pas les faire à Dakhla, parce que le monsieur qui m'avait contacté, il est décédé il y a 2 mois. C'est lui qui s'est battu là-bas avec les autorités pour les faire, mais bon, c'est tellement dommage pour lui, parce que c'était quelqu'un de très bien, mais peut-être qu'un jour, on appliquera ça, on ne sait jamais. Et c'est aussi avec cet esprit que tu dis, voilà, j'ai fait toutes ces recherches pour faire ça, maintenant on le fait. Moi je me fous, je vais continuer à apprendre. Et c'est pour ça maintenant je suis allé en Mauritanie. Je ne peux pas aller au Mali parce que c'est trop dangereux, mais c'est un peu l'esprit que j'aimerais bien vous transmettre, au-delà des connaissances, des compétences et tout ça. Voilà, le caravane, il est 2h, il va falloir manger. Sauf si vous avez des questions. Ah, non, attends. Par rapport au l'eau. Parce qu'à un moment donné, au 18 à Marrakech, dans le cadre d'un programme lié à l'eau, on m'avait demandé, dans un papier, faire un résumé de mes recherches dans le désert. J'ai dit, mais tu es folle. Qui c'est que t'as demandé? Non, les gens, mes amis du 18. Alors, finalement, je l'ai fait. Après, je l'ai refait parce que jamais j'avais fait cette réflexion. Alors, ça c'est un bon. Après, sur un bout de papier, j'ai dessiné. J'ai commencé par les puits. Ensuite, est-ce que vous reconnaissez les croquis qui est en bas du puits? C'est quoi? Les puits, ça descend de ces bâtiments. Vous les reconnaissez ou pas? La mosquée, tout à l'heure. Il y a une puits, il y a des douches. Oui, mais c'est la mosquée d'ici, la madrasa. Alors, c'est assez pour indiquer l'importance du puits, les puits où se trouvent normalement dans la mosquée. Les plans d'à côté, c'est Amsrou, on voit un petit point rouge à droite. C'est le puits qui est à l'intérieur de la mosquée. Mais comment tous les oxors, ils sont. Quel est le rapport entre leurs oxors? Vous voyez, en haut, il y a deux dessins, une palmeraie étroite, comme Mesguita, une palmeraie plus large, comme ça peut être Ternata, Vezouata, Petawa, Mohamed. Et comment ils peuvent être au port, ou comment ils peuvent être à l'intérieur. Pour les balais. Mais comment les balais, ils sont. Quel est le rapport entre les balais? En haut, vous allez voir un petit schéma de la vallée du Oued de Dra et du Oued 6. Mais après aussi, comme ils sont connectés par les schémas de caravane, vous voyez aussi Tamdout, on voit aussi à gauche Nul Lamta. Et cela, c'est fondamental aussi pour comment cette région était connectée avec le reste de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Pour pouvoir comprendre les routes de caravane, tu dois aller au détail des puits d'eau. Et pour donner la valeur à ces puits d'eau, il faut aussi partir vers la grande échelle. Sans puits d'eau, il n'y a pas de route de caravane. Ça, si vous avez lu les villes invisibles d'Italo Calvino, quand quelqu'un posait la question pourquoi tu ne me parles pas du pont pour arriver à telle ville, et il commence à parler au grand khan, de parler de chaque pierre, de la géologie de chaque pierre, de comment les pierres étaient taillées.
Le monde dit, non, non, ne me parle pas des pierres, je veux que tu me parles des ponts. Non, 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 sans les pierres, il n'y a pas de pont. Il faut que je te parle d'abord des pierres. Ici, c'est la même chose. Hein. Et le dernier truc que je l'ai parlé l'autre jour, c'est comment il y a une vallée en haut. Entre les vallées, normalement, il y a un oued. Normalement, il peut y avoir un espace agricole. Et puis, comme il peut y avoir une construction, et dans cette construction, il peut y avoir un puits, un patio. Bon, on a vu que cette construction, ça peut être plus rond, plus petit, ça peut être une maison en axial, ça peut être au centre, ça peut être au bord. Mais après, le pas suivant, c'est ma recherche personnelle. Comme je m'intéresse à la Haïma, après je me rends compte que parfois il n'utilise pas la Haïma, mais il utilise un arbre. Non. Et après, les 3 séquences, c'est ça ce que je vous avais raconté de comment Mohamed, à l'heure des prières, sur le lac Iriki, je continue à marcher, je vois sa personne, je continue, je regarde, il est à la moitié, je continue, je regarde, Mohamed il a disparu. Pour moi, c'est une symbolisme. Bon, peu importe que je n'ai pas de photos, mais c'est aussi une synthèse très 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 fidèle de comment les nomades ils sont dans la nature. Ce n'est pas qu'ils sont adaptés à la nature, ils sont dans la nature. Et c'est pour ça aussi, pour revenir, comment il y a des espaces où on ne voit pas les nomades, non, ils sont là. Et parfois, maintenant j'ai appris que je marche dans un endroit, et c'est un peu comme les films des Indiens qui sont capables de suivre les traces. Si tu vois des crocs des chameaux qui ne sont pas très très secs, c'est parce que quelqu'un a passé par là. Si tu vois aussi des brasses ou des morceaux de bois brûlés, tu sais que quelqu'un est passé par là. Et pourtant qu'il y a des gens là-bas. Hein. Mais bon, pour arriver à ça, voilà, pour l'instant c'est 10 ans de recherche. Je peux poser une question. Oui. On a vu à Dakhla qu'il y a des nomades qui offrent des services. On a été au centre de ville et on devait faire une promenade en 4x4. Et donc le type, il nous a dit, voilà, il va falloir acheter de la viande, etc. Et puis il a ramené là-bas, il y a des nomades qui vont nous préparer le repas et tout. Est-ce que ce sont de vrais nomades ou alors que des... Bon, la personne que vous amenez là-bas, je ne sais pas, mais... C'est un guide, c'est un guide. Oui, mais lui, peut-être qu'il a été guide, sa famille a été guide, mais probablement les gens que vous avez amenés, moi c'était pareil, ils m'ont dit, bon, on amène de la nourriture pour nous et pour eux, on les donne ça, comme ça on mange tout, mais il faut que je les paye quelque chose. Non, non, avec ça c'est suffisant. Non, nous on a payé en plus de ça quand on a mangé et tout. On nous a demandé. Bon, il y a des gens qui t'exigent quelque chose, mais les nomades, s'ils ne sont ce ne sont pas de vrais nomades. Ou bien ils sont des nomades, mais qui utilisent aussi le tourisme pour avoir un revenu. Pour survenir. Mais moi, quand je vous ai dit qu'il y avait eu 2 nomades qui sont venus en moto vers nous pour manger, je suis désolé, mais ma première réaction, c'est un peu égoïste. Est-ce qu'il y en a de la bouffe pour tous les 4? Quand j'ai vu que l'autre, il ne s'est posé même pas la question, c'est une question de solidarité entre les nomades, que, après j'ai compris que ça aurait été une honte de dire, attends, après on va se débrouiller. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'à l'inverse, c'est pareil. Quand tu arrives chez les nomades, bon, le problème c'est que tu arrives un guide avec un groupe de touristes qui vont prendre les photos, ils vont se casser. Mais si tu passes la nuit avec eux, ceux qui avaient les dromadaires, on a dîné avec eux, on a amené quelque chose, ils nous ont donné à boire la lait du chamel et il n'y avait pas vraiment d'intérêt de... Mais aussi parce que nous, l'approche n'était pas touristique, c'était aussi on posait des questions. Et c'est pour ça que c'est trop compliqué, tu ne peux pas arriver dans un endroit et voilà, avec la caméra photo, pour faire, d'abord il faut établir un rapport avec eux, poser des questions, voir que vraiment tu n'es pas un touriste, que tu t'intéresses à des choses, c'est-à-dire ça prend du temps. Il y a, à côté de Tirmart, il y avait
Une des photos que j'avais montrées, c'était un Zouafite, la même tribu, à Ali. On arrive, parce qu'on a vu des tentes, on voit 3 tentes, on voit un Defender avec les portes ouvertes, quelques petits animaux coincés pour qu'ils ne s'échappent pas, il n'y avait personne. On est arrivé à 6 heures, on a attendu jusqu'au coucher de soleil. Coucher de soleil, il n'y avait personne, on est parti. Et d'un coup, on voit des animaux qui arrivent. C'est-à-dire, il avait laissé tout ouvert. Et il est vrai qu'avec nous, Ahmed, qui est de là-bas, bon, il ne les connaissait pas, mais il avait des connaissances en commun, on a passé la nuit avec eux. Il y avait lui, sa femme, ses 2 filles, un petit garçon et le père de sa femme. J'étais avec Ahmed qui est là-bas, avec Gilles, un artiste sonore suisse, avec une Hollandaise, artiste aussi, qui avait un appareil de 16 mm assez costaud. À un moment donné, bon, il faisait la traduction à Hassania, mais le vieux monsieur, il nous passe le téléphone, tiens, pars avec lui. Il avait appelé son fils qui habite en Allemagne pour qu'il parle en allemand avec les Suisses. Mais après, il a appelé son fils qui habitait aux Canaries pour parler avec moi en espagnol. Les Hollandais, ils ont passé le téléphone parce qu'ils parlaient un peu l'allemand. Il avait pris une photo pour l'envoyer et il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe ici. On est en train de me vendre, d'arranger un mariage. À la fin, le monsieur, il a expliqué, non, je suis tellement content de vous voir ici. Ça fait 1 année que personne en dehors de ma famille vient ici nous visiter. Et moi, je vais partager ça maintenant avec ma famille, qui en a des visiteurs. Après, on a dormi dans la même tente. Les matins, il s'est mis à faire de la musique avec la flûte. Et comme il y avait déjà un rapport, Heidi il a sorti son caméra, Gilles son microphone. Et ce n'était plus un touriste et un nomade, sinon qu'il y a des gens qui s'intéressent à la vie des nomades. Maintenant, on sait qu'il y a les tropos, à chaque fois que les artistes, on les appelle, bon, vous êtes où? Vous êtes dans les alentours? On arrive avec les touristes, bon, avec les artistes pour passer la nuit avec vous. À Ali, maintenant, il s'est construit une maison. Et en septembre et en avril dernier, il y avait les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Paris-Cergy et de l'IMBA de Tétouan. Il y avait quelqu'un qui me parlait des jeunes étudiants en art. Il voulait savoir plus sur les étoiles. Sur si jamais les nomades utilisent les étoiles pour s'orienter. Il m'a dit, écoute, tu pars de Soassis, tu marches 5 km, tu vas avoir une petite maison, une tente, tu feras la porte, tu demandes pour Ali, tu lui dis qu'il vient de la part de moi, d'Ahmed Tabar, et tu poses des questions. Oui, mais Carlos, c'est un nomade. Tu lui poses des questions. Ils sont restés 3 heures avec eux. Ils sont arrivés et Carlos, c'est incroyable. C'est vraiment un philosophe. Parce que les étoiles, j'ai une vidéo de Khatar, il racontait, parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait un atelier d'astronomie avec un télescope assez puissant. Il parlait des constellations, des étoiles, des significations. Et puis il donnait aussi ses explications en tant que nomade. À un moment donné, il disait, écoutez, finalement les étoiles, il n'y a pas d'univers. On habite dans une coupole, et tous ces trous, c'est les trous de la coupole. Il y a Dieu derrière, que comme il y a des trous partout, peu importe ce qu'on fait, si on essaie de se cacher, mais Dieu, toujours, il va pouvoir nous voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est une explication, bien évidemment, ce n'est pas qu'il ne croyait pas à l'univers, mais il commençait à donner des explications sur l'univers, sur les étoiles, sur les constellations, que déjà toute la question de s'orienter, parce que lui, il était capable de reconnaître toutes les étoiles. Toutes les étoiles. C'est le même gars que pendant le festival Taragal, on organise une conférence sur les plantes du désert. Il y a un monsieur de Marrakech, de l'université Kadiaya, qui vient avec 2 assistants qui portaient leurs bagages, qui portaient l'ordinateur. Il montrait une photo, il donnait les normes scientifiques, les normes vulgaires, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la plante. À moitié des conférences, il ne se souvenait pas ou de l'usage, ou des normes scientifiques. Non, normes scientifiques, oui, les normes vulgaires. Alors il posait la question, est-ce que quelqu'un sait comment vous appelez ces plantes ou à quoi ça sert? Il y a des gens qui levantaient la main. À un moment donné, il y a des gens qui ne savaient pas. Et Mortal était là-bas, un monsieur de 60 ans, il disait, voilà, je connais.
ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, on l'appelle comme ça. Il a fini la conférence. Il a fini la conférence, tout le monde était waouh. C'est un nomade qui peut te parler de géologie, qui te parler d'eau, des plans, des étoiles, d'histoire. Des soins, des plantes. Je vous invite à aller sur les sites où il y a tous les infos sur les caravanes, sur tous les plans, les photos, les journaux, les vidéos, les interviews aux nomades, surtout celles des mortels. C'est lui qui racontait, non, ce que j'avais raconté qui s'est endormi dans son chambre, dans un petit village, et qui s'est réveillé en criant parce qu'il croyait qu'il est devenu aveugle. Et c'est tout simplement que vous ne pouvez pas voir les étoiles. C'est vraiment un autre monde. J'explique, c'est un monde parallèle auquel nous sommes maintenant, avec d'autres dimensions spatiales, temporaires, avec d'autres types de savoirs, et que normalement, comme a dit la directrice de Eaux et Forêts, on s'en fout royalement d'eux. Hein? On s'en fout royalement d'eux. Mais ce n'est pas que les autorités, aussi les gens des oasis. Il y a, dans certains oasis, oui, il les permet de boire de l'eau, mais d'autres préfèrent qu'ils restent à côté. Et là, encore une fois, est-ce que c'est une question de patrimoine immatériel? C'est une question aussi c'est une question de contemporanéité. Non? La vision qu'il peut avoir le nomade et la façon de confronter des problèmes que nous avons aujourd'hui, eux, ils pourraient s'en sortir très facilement. Par contre, nous, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, il y a un des kafilas qu'on arrive en village pour acheter des légumes. Il y a quelqu'un, la nuit tombée, il y a quelqu'un qui sort, est-ce que vous voulez dormir dans une chambre? Vous pouvez vous offrir une chambre. Les nomades me disent, Carlo, tu veux une chambre? Ça va pas, non? Mais non, on va... On peut rentrer tranquillement. Alors, c'est un village avec une petite ruelle, avec un peu de lumière, au fond, les noirs. Quand je dis les noirs, c'est les noirs. Rien de lumière. On avait les lampes de poche, les trois de nous, et tu disais, putain, on part vers l'inconnu, vraiment, mais on ne sait pas si on va trouver un arbre, s'il va y avoir du vent, s'il va y avoir des rochers, du sable. On va arriver à un endroit, oui, on va un petit peu, on va tout démonter, on va dormir là-bas et on verra les matins où est-ce qu'on est. Mais finalement, c'est une sensation de liberté incroyable. Incroyable. Et c'est pour ça, ces questions d'aller à Palmeraie, tu ne voyais pas trop. Maintenant, tu vois des lumières d'ici, mais tu te trouves dans un espace que oui, tu sais qu'il y a des arbres, qu'il y a des chemins, qu'il y a pas mal de bruit, mais la référence visuelle, tu l'as perdue. Et ça, dans le désert, tu peux la voir les jours et la nuit. Et quand j'ai pas des dimensions, en plus, les dimensions, ce n'est pas que c'est différent, ils sont variables. Je vous avais dit, mais comme il y a des gens qui n'ont pas écouté, en traversant le lac Iriki, 20 km plat, les nomades nous disent, voilà, vous arrivez jusqu'au Madouar Tsaguer, une petite montagne, vous arrêtez là-bas. J'ai commencé à marcher avec un bar Bouchichi, on voit des arbres au fond, il me dit, alors, d'après toi, combien de temps on a jusque-là? Écoute, j'ai aucune idée. Si les arbres sont grands et on les voit petits, c'est-à-dire qu'ils sont loin. Si les arbres sont petits, c'est-à-dire qu'on est proche. On va commencer à marcher. On commence à marcher. 1 heure plus tard, un bar qui me dit, Carlos, tu vois la même chose que moi? Je dis, oh ouais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mangé. Mais les arbres, à fur et à mesure qu'on s'approche, ils deviennent plus petits. Ça va pas, non? Mais bon, on va continuer. Est-ce que c'est une illusion optique? Je ne sais rien. Oui, c'est une illusion optique du fait qu'à un moment donné, on avait laissé les dunes derrière. Le lac Iriki, c'est magnifique pour pouvoir marcher, il n'y a pas de cailloux. À un moment donné, on voit les dunes. Oh putain, encore des dunes, j'en ai marre des dunes. On continue en bas, alors non, il n'y a pas de dunes. Je ne vois pas de dunes. Vous voyez les gars, ils sont disparus. Au fait, le ciel, il était à moitié couvert. Et à chaque fois que les nuages cachaient le soleil, il n'y a plus d'ombre, alors il n'y avait plus de volume. Et les dunes, visuellement, ils s'intégraient au sol. Dès qu'il y avait du soleil, il y avait de l'ombre, il y a des volumes qui ressortaient. Mais ça, c'est des choses que quand tu commences à marcher, tu commences à réfléchir, tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Un peu comme Khattar.
il expliquait aussi des hallucinations qu'il y avait dans le désert. Parfois, c'était des hallucinations mentales et parfois pas. C'est pour ça, je reviens, pour finir, sur le site de Project Kafila, projet en anglais, il y a 1, 2, 3 vidéos avec Khata. Un qui parlait de certaines anecdotes qu'il a eues, d'autres qui parlaient sur les chemins pour aller de là-bas à Tombouctou, à Guelmi ou à Rissani, et d'autres, c'était juste après la première Kafila, alors j'ai posé des questions sur combien de chameaux, combien de gens il fallait. C'est quelqu'un aussi incroyable parce qu'il te raconte tout. Et ça, c'est pas normal non plus. C'est pour ça aussi que maintenant, j'essaie de raconter, bon, pas tout parce qu'on n'a pas le temps, mais si de mettre toute cette info, parce que je ne peux pas garder pour moi les infos que quelqu'un partage comme lui. Je ne peux pas trafiquer avec cette info qui est aussi précieuse. Moi, je dis, bon, c'est dans 5 ans, 10 ans, Mortal va disparaître et c'est un des derniers qui est allé à Tombouctou à pied. En plus, c'est une encyclopède. Et moi, à chaque fois que je viens, Khata, on va parler, toi et moi. J'essaie d'apprendre le maximum de lui. Lui et d'autres noms. C'est pour ça aussi que moi, maintenant, je préfère rester plus de temps avec les nomades qu'avec les villageois d'Oxford. Oui, là, c'est très bien l'architecture interne, mais c'est beaucoup plus intéressant l'autre. Mais il n'y a pas d'architecture. Alors, qu'est-ce que nous, les architectes, on peut faire là-bas? Là, c'est une grosse question. Il y a des questions ou... Mais comment le nomade il disparaît complètement, par exemple, il décède? Est-ce que, quand, par exemple, il décède en groupe, est-ce qu'il y a un rite funéraire? Il est enterré dans un endroit spécifique? Je pense qu'ils sont enterrés là où ils décèdent. Pour moi, ça, j'ai pas trop approfondi, mais à Tisarmine, l'Australienne, il avait un associé, quelqu'un de Java, Joseph Boujdour, qui était cette grande famille qui partait avec 1000 chameaux chaque année de Merzouga jusqu'au Oujda. C'est lui qui ne pouvait pas rester plus de 5 minutes à l'intérieur d'une chambre et qui est décédé il y a 2 ans dans un accident de voiture à Rissani. Et Karen, c'était un grand ami à lui, il n'a pas encore surpassé ce problème, et après il me disait que pour le nomadisme, la mort, il regardait autrement. Oui, c'est dommage, mais la vie continue. C'est-à-dire quelqu'un est mort quelque part et on va l'enterrer ici et tu continues ton parcours. Mais bon, c'est des questions aussi que j'aimerais bien approfondir, mais c'est pas évident. Est-ce qu'il y a un rituel, des choses? Je sais pas. Mais sûrement qu'il doit y avoir. Il y a ces petits dessins aussi de cette spiritualité qui vient associée au désert, si jamais on est capable d'accepter le désert comme il est. J'avais écrit quelque chose, je vous invite aussi à lire, j'avais parlé aussi le désert du Sahara, le cinéma, entre guillemets, et moi. Donc, j'ai parlé des films qui étaient un peu importants, donc qui m'ont fait apprendre ou comprendre le désert. Il y a d'un Canadien qui est 1998, un Canadien qui décide de faire un documentaire de comment il traverse le Sahara depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan, avec 2 chameaux, avec la même caméra que je vous ai montré de 16 mm, en prenant des guides par région. Et pour lui, c'était toute une question de confronter la mort. Parce que ses grands-parents, qu'il a accompagné dans une longue maladie, finalement, il est décédé, il avait peur de la mort. Alors il dit, je vais confronter la mort pour ne plus avoir peur de la mort. Alors pour lui, les déserts, c'était vraiment un danger. Les déserts, c'est aussi dangereux que la mer, aussi beau que la mer, mais c'est pour ça que la question de il fait un tempête de sable et tout arrête, que c'est pas d'arriver. Quand il y a un tempête dans la mer, certains types de vents, tu t'arrêtes, tu continues pas. La montagne, quand il y a certaines conditions, tu t'arrêtes, sinon il peut y avoir des avalanches. Et parfois, ne pas réussir quelque chose, c'est beaucoup plus sage que d'essayer de réussir. C'est-à-dire quelles sont les limites et surtout accepter la puissance de la nature. Alors dans les déserts, c'était pareil.
Bon, lui, finalement, il a fait un film que j'ai acheté en DVD. Et après, en 2002, il a voulu refaire le même trajet, mais en autre chemin. Il a commencé encore en Mauritanie et il a été attaqué au nord de Mali par des voleurs. Et la seule chose qu'ils ont retrouvée dans le mas, c'était son corps. Il n'a plus de chameaux, plus de vêtements, plus de caméras, plus de films, plus rien. Finalement, il a trouvé la mort dans le désert. Est-ce qu'il a eu peur à ce moment-là? On ne sait rien. Mais, moi, je te dis que je sais que je peux mourir un jour dans le désert. Vous faites une des photos que j'ai montrées de Talha. Et dès une fois qu'on s'est reposé, on a mangé, les nomades disent bon, il faut tout prendre parce qu'on va continuer le chemin. Je me mets à côté du tapis, là où il y a la fenêtre. Il y avait une branche, je me mets à faire à travailler les muscles, les chauffer un petit peu, et je regarde sur l'arène une tête d'un serpent. Je croyais qu'il y a un serpent qui est mort. Je prends un bâton, je le touche, il sort là, putain, le serpent, il n'est pas mort. Et dès que j'ai dit ça, le nomade, Carlo, sors de là tout de suite. C'est un petit serpent, sors de là. Il vient, il demande, Cheikh, donne-moi les bâtons en acier que tu sais pour les tonnes qui est fini comme ça. Alors il prend la tête, il fait comme ça, il tue. C'est un serpent de 50 cm, vipère. Mais ça, et pourquoi tu fais ça? On est obligé. Dans le désert, tu vois un serpent, tu le tues. Parce qu'il peut te tuer à toi, tu peux te tuer un chameau, n'importe quoi. Mais non, mais les serpents ne sont pas tous les serpents sont comme ça. Celui-là, attention. Bon, dans ce schéma, on a tué 3 serpents, 2 vipères et un cobra. Puis la cobra, je n'ai pas vu comment il les tuait. Il s'était un peu en arrière. On traversait un lit de web avec un peu de sable et je voyais que d'un coup, Saïd, Shir et Mohamed, ils commencent à jeter des pierres quelque part et les pierres tombaient. Il y avait de la poussière qui remontait. Et eux, parfois, pour jeter la pierre, ils sautaient aussi. Moi, je croyais qu'ils étaient en train de jouer. 15 minutes après, il a dit, arrêtez de jouer, non? Arrêtez de jouer. Il y avait quelque chose qui me frappait. Il jetait la pierre, il y avait de la poussière, mais après, au milieu, il y avait quelque chose qui sautait. C'était le cobra. Alors, il m'a expliqué, non, on a vu la cobra. J'ai demandé le bateau, il m'a dit, non, ça, il faut le tuer à distance. Ils ont passé 20 minutes à essayer avec des cailloux à tuer les cobras. Bon. Quelques mois plus tard, j'ai fait une conférence sur laquelle cette présentation a été passée à Ceuta sur les caravanes. C'était pour des personnes âgées qui font cours à l'université, dont ma mère. Mais je l'ai fait avec la même rigueur que je sais, peu importe qui est spécialisé. Mais comme cela a été annoncé à la fin de la conférence, il y a un monsieur qui arrive. Bonjour, j'ai beaucoup aimé la conférence. Je te comprends ton souci avec les serpents, aussi avec les nomades, parce qu'au fait, moi je suis biologiste, je suis des grenades, je suis des passages. Et moi parfois, je pars avec les nomades de Guilmim, c'est qu'il faut la chair des serpents qu'après tu vois à la plage de Malfena. Et moi je peux te dire, des serpents dont tu as parlé, la vipère, c'est la petite tuée. Les vipères et les cobras tuent une personne. Les scorpions, il peut te piquer, tu vois les mains comme ça, tu ne vas pas mourir. Un bébé, il peut mourir. Et certains serpents, c'est vrai aussi qu'il peut avoir un problème, mais les vipères et les cobras, ils te tuent. La première fois que j'ai vu sur les sables des traces de serpents, on a pris des photos, c'est magnifique. Maintenant, quand je vois des traces de serpents, oh putain, on va chercher, on va décider de continuer pour, n'est-ce pas, se mettre là-bas. Alors, est-ce que cela va empêcher de continuer à marcher, d'être dans les déserts? Qu'est-ce qui est plus probable? De mourir par un serpent ou de mourir par un accident de voiture dans la route ou par un taxi à Casablanca? En tout cas, moi je préfère mourir dans le désert qu'à Casablanca, ça c'est sûr et certain. Moi la vue, ça va être plus joli. Et en plus, je réfléchissais à... Bon, je ne sais pas si c'est... Bon, ça n'a rien à voir avec les déserts, mais le fait d'être connecté avec Facebook, on a des nouvelles des gens qui sont connus, proches, familiers, qui décèdent. Saïd Mounir, en 2 mois, il est décédé. Alors, pour moi, ce que je dis,
je vais essayer de vivre tout ce que je peux vivre, et de tout partager. Parce que peut-être demain, je rentre avec ma voiture, c'est un accident, je ne suis plus là. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces photos, toutes ces histoires de mon ordinateur? À quoi ça sert? Si j'arrive jusqu'à aujourd'hui, ben c'est bien. Si j'arrive jusqu'au demain, jusqu'au dans 20 ans, tant mieux. Mais que la fin, elle est quelque part, ça c'est sûr, certain. C'est pour ça, aussi pour moi, il y a des choses beaucoup plus importantes que c'est qu'on croit dans la vie, d'avoir une position, d'être connu, d'avoir une belle voiture, des choses comme ça. Hein. La voiture, après, tu meurs et tu fais quoi avec? Pour moi, là-bas, il y a des connaissances que je peux partager. Bon, cela n'implique pas que je ne veux pas continuer à construire et à faire des choses, et à gagner de l'argent pour pouvoir aller plus loin avec les kafilas, en Mauritanie ou ailleurs. Peut-être c'est une pensée aussi que c'est une évolution personnelle aussi à propos du désert. C'est là, encore une fois, comment le désert peut arriver aussi à quelques questions mystiques ou même soufis. Et je vous parlais de Younes Rahmoun, cet artiste qui a des d'or au Pompidou, Mathab de Doha, Makba de Barcelone. Et lui, il se base beaucoup sur le soufisme. Et quand on était ensemble en Mauritanie, il disait, bon Younes, je ne sais pas s'il faut vraiment que je me mette à lire des bouquins sur les soufismes, car là, quand tu as fait tes recherches, tu vas apprendre beaucoup plus sur les soufismes qu'en lisant des bouquins. Et ça n'a rien à voir non plus forcément avec des croyances islamiques, chrétiens, juifs, parce que finalement c'est tous les mêmes. Et là, je peux apprendre beaucoup plus de choses sur les soufismes avec des nomades qu'avec n'importe qui. Bon, j'ai faim. Pas vous? Merci.